Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Transversal, votre émission produite par la CFE CGC PACA pour parler aujourd'hui d'un sujet qui vous concerne tous, la santé mentale, la charge mentale. Vous voyez, j'ai associé déjà les deux. La charge mentale, c'est le poids professionnel, c'est la fatigue, évidemment très lié aux enjeux de santé mentale. La santé mentale, ce sont des souffrances psychiques des collaborateurs. On va y revenir avec mes invités. Le titre de notre émission, les cadres face à la charge mentale. Prévenir plutôt que guérir. 4 invités sont avec moi pour en débattre, pour nous éclairer aussi sur ce qu'ils vivent au quotidien dans les entreprises. Je vous présente d'abord Christine Maga, parce qu'on va avoir besoin, chère Christine, d'une psychologue du travail. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vous vous présentez comme facilitatrice, c'est cela le mental? Facilitatrice en santé mentale. En tout à fait. santé mentale. Je suis aussi psychologue du travail. Et psychologue du travail. J'ai dit qu'on avait besoin d'une psychologue du travail sur ce plateau. Je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Emmanuel Germani est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Alors vous êtes, j'allais dire, la locale de l'étape, mais vous représentez aujourd'hui la vice-présidente de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH. C'est plus de 6000 DRH, je crois un peu plus encore d'ailleurs, adhérents à l'ANDRH. Vous êtes membre de l'ANDRH ici en PACA et vous êtes vous-même, ça fait beaucoup de DRH d'une entreprise industrielle ici basée à Avignon. Merci d'avoir répondu à notre invitation parce qu'il y a un vrai sujet qui impacte les DRH. Peut-être qu'on parlera aussi de la santé mentale et la charge mentale des DRH parce que je crois que vous avez aussi une charge mentale importante. Merci d'être avec nous. Laurent Sabatier, bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes élu CFE-CGC au CSE du Crédit Agricole. Alors vous avez une équipe de quoi 60 collaborateurs C'est ça, 60. sous vos ordres. Et puis vous êtes aussi un élu au CSE, c'est-à-dire que vous avez des négociations avec la direction sur tous les sujets de l'entreprise. On parlera avec vous de votre réalité de cadre et de votre charge mentale. Et puis avec nous, c'est une tradition dans ce très beau studio, cher Daniel Petrucci, très beau studio parce que vous découvrez un nouveau studio, vous qui suivez notre émission. Daniel Petrucci, vous êtes, le président de l'Union régionale CFE-CGC PACA, et éditorialement, c'est vous qui choisissez ces thèmes d'émission. Vous avez souhaité parler de cette charge mentale. Pourquoi avoir choisi de porter ce sujet ? Bonjour Arnaud. Alors oui, on a choisi cette thématique-là, on a voulu la mettre en lumière parce qu'on a constaté que la parole des cadres, des salariés cadres, est trop souvent absente des débats sur la souffrance au travail. Et pourtant, c'est eux qui sont en première ligne, pris d'un côté entre, je dirais, les exigences des directions et les attentes des salariés. En fait, j'ai l'habitude de dire que les cadres jouent un rôle un peu d'équilibriste et donc ils sont soumis à une forte pression entre les directions d'un côté et les salariés de l'autre. D'ailleurs, il y a une très bonne étude de l'APEC qui est récente, qui date d'octobre 2025, qui souligne que 41% des cadres révèlent qu'ils sont soumis à une forte pression au travail, contre 20% des salariés qui ne sont pas cadres. Voilà. On y reviendra, Daniel, avec une évolution aussi au fil des décennies de la pression et de ce mot charge mentale qui renvoie, on va en parler dans quelques instants, aux enjeux de santé mentale dont on n'a jamais autant parlé. Laurent, évidemment, je m'adresse à vous comme élu, mais je m'adresse aussi à vous comme manager, comme cadre d'une entreprise qui est une banque, une grande banque. Comment vous le vivez, votre métier de cadre ? Comment vous le vivez sur le plan, évidemment, de la charge mentale ? Eh bien, écoutez, actuellement, la difficulté, c'est que les cadres sont hyper sollicités, en fait, hyper sollicités numériquement, physiquement. Donc, c'est des mails, des SMS, des réunions en physique, en visio. Et ça pèse, ça génère de la fatigue, ça génère parfois de la mauvaise humeur, un manque de disponibilité. Et ça a tendance à s'accélérer depuis l'arrivée du numérique et de toutes les nouvelles technologies. Juste un mot entre le moment où vous êtes rentré dans l'entreprise, j'imagine que vous n'étiez pas forcément manager à ce niveau-là, mais vous avez senti une évolution dans votre transformation de votre fonction et donc de votre charge mentale ? Ah oui, ça s'est considérablement accéléré au cours des 2 dernières décennies, là, avec l'arrivée d'Internet notamment. Et je précise que vous êtes un élu CSE, c'est-à-dire que vous êtes aussi dans un jeu d'équilibriste entre vos fonctions d'élu au CSE, responsabilité, et votre réalité de terrain, parce qu'il faut aussi gérer l'activité du groupe, des KPI et de la gestion des humains. Je me tourne vers vous, Christine Maga, psychologue du travail, facilitatrice en santé mentale. D'abord, commençons par le début, si vous en êtes d'accord. Qu'est-ce qu'on appelle la charge mentale ? Alors, on peut faire référence à la définition de l'OMS. La charge mentale, c'est une charge cognitive et émotionnelle qui est induite par les contraintes et les exigences du milieu dans lequel évolue un individu.
Donc, ce qu'on apprend de la définition, c'est qu'il y a un double visage à la charge mentale. Elle est de nature et cognitive et mentale, et qu'il serait une erreur d'approcher le sujet en ne regardant que l'individu et en ne prenant pas en considération l'ensemble du système dans lequel il évolue. Dans les représentations collectives, quand on parle charge mentale, on va parler un petit peu du vélo qui trotte dans la tête, qui nous empêche de s'endormir le soir, ou de la liste de to-do qui ne désemplit pas. Mais il faudrait qu'on soit attentif aussi à ne pas être dans la confusion entre la charge mentale et la charge de travail. Quand on parle charge mentale, on parle de poids invisible. La charge de travail, elle peut être un peu plus facilement quantifiable. Je suis cadre, dans le milieu bancaire par exemple, et j'ai 10 dossiers à finir pour la fin de la semaine. Ça, c'est ma charge. Mais si je suis interrompue, c'est ce qu'on appelle des interruptions de tâches. C'est un coût cognitif qui est important. Si je suis sollicitée par des gens qui viennent me voir parce qu'il y a régulièrement des bugs informatiques et qu'en plus ils sont frustrés, en colère, dans la détresse, stressés. Je reçois cette énergie. En tant que cadre, cela a un coût émotionnel aussi, de oui. pouvoir m'adapter, recevoir le collaborateur avec son énergie et son émotion du moment. Voilà. Donc il y a vraiment une différence entre charge mentale et Je précise que ça charge de fait, travail. chère Christine, ça fait quelques années que je fais ce métier de journaliste et que j'avais déjà fait cette émission à plusieurs reprises sur la charge mentale sur d'autres chaînes de télévision et qu'on l'évoquait d'abord au niveau des femmes. On parlait beaucoup à l'époque de la charge mentale des femmes parce que quand elles avaient fini leur journée de travail de 7 heures ou 8 heures, elles devaient réenchaîner par une deuxième journée de travail qui était de s'occuper des enfants, gérer la maison et faire les courses. C'est un peu le sujet qui était posé aussi dans ce sujet. Le concept est né comme ça dans les années 80 pour parler effectivement de la charge mentale spécifiquement des femmes, mais il a gagné le périmètre des entreprises depuis et c'est là où maintenant. Voilà, et c'est là où le sujet devient très intéressant parce que avant c'était l'équilibre vie pro vie perso. Cher Emmanuel Germani, sans parler de votre charge mentale à vous, peut-être que vous nous en direz un mot parce que les DRH ont une charge mentale, ils sont au COMEX, ils ont des responsabilités de direction, ils ont la gestion et l'accompagnement des collaborateurs et puis ils ont leur propre vie. Comment vous la regardez, vous, cette charge mentale? Parce qu'on a le sentiment que c'est très invisible, que c'est très impalpable et qu'on ne peut pas faire grand-chose contre cette charge mentale. On peut faire quelque chose? Oui, alors absolument. D'abord, le remettre dans le contexte. On est dans l'année finalement de la grande cause nationale qu'est la santé mentale. Donc en 2025, dans lequel s'insère notre sujet d'aujourd'hui, qui est le sujet donc de la charge mentale des cadres. Donc, alors déjà, ce focus, il est intéressant parce qu'il dit que, par rapport à votre question, finalement, ce sujet il est en train d'émerger, il est en train d'être pris en charge. Et je pense qu'au niveau des DRH, justement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être Vous l'avez intégré, ce sujet? C'est un sujet qu'on a intégré. C'est probablement la première des choses, c'est déjà de faire ça, c'est de le nommer, c'est de le caractériser. Finalement, c'est quoi ce sujet-là? Donc, comment on l'adresse? Alors, il y a des outils pour travailler là-dessus. Il y a déjà de faire des constats, de faire des audits où on appelle ça comme on veut, des baromètres, des enquêtes de satisfaction. En tout cas, il faut faire un état des lieux de ce qui est en train de se passer. On a des caisses de résonance dans l'entreprise, les partenaires sociaux, les services RH eux-mêmes qui sont aussi réceptionnaires, les managers qui peuvent aussi faire part à un moment donné de difficultés de leurs équipes. On va y revenir, c'est pas si simple quand on est manager de fendre l'armure. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure, pour les DRH, c'est vrai aussi pour les managers. Ben oui. C'est-à-dire que finalement, le manager qui lui-même doit à une injonction, manager et cadre, on est performance, de performance, de dépassement. À un moment donné, quand lui-même il est confronté, c'est un peu le même sujet pour les DRH d'ailleurs, quand lui-même est confronté à des difficultés, à une vulnérabilité. Ben oui. Il y a cette problématique de ne pas vouloir l'accepter et en tout cas de le ressentir comme un aveu de faiblesse. Il y a un débat parce que j'ai vu que Christine Magard réagissait. C'est quoi sur un mot? Vous n'êtes pas d'accord? Et je donne la parole à Laurent puisqu'on va savoir s'il fend l'armure, Laurent. S'il a envie de nous dire aussi ce qu'il ressent. Parce qu'on le ressent, mais on ne le dit pas forcément. Il y avait un... Je voulais juste compléter vos propos sur l'injonction de performance qui pèse davantage sur les cadres. Parce que si je suis non cadre, je vais dire, moi aussi, on me demande d'être performant. Il me semble que sur un certain nombre de périmètres fonctionnels dont font partie les DRH,
dont font partie les managers, dont font partie les psychologues Oui. dont je fais partie, il y a des billets de représentation. C'est-à-dire que quand on va voir son DRH ou quand on va voir son psychologue, ce qui est encore plus caricatural, on n'a pas envie de l'imaginer avec ses difficultés de vie, ses problèmes C'est vrai. de couple, le deuil qu'il a à dépasser, etc. Et quand on imagine son manager, on a plutôt envie de l'imaginer comme un sachant, Super-héros, un quoi. solutionnaire. Ah ouais. Voilà. Et le problème, c'est que le manager lui-même est embarqué par ces billets de Tout représentation. à fait. Le premier aussi a oublié C'est vrai. cette notion un petit peu de vulnérabilité. Voilà. Dont on parle beaucoup ces derniers temps, avec une campagne de photos où certains, en fait, fendent l'armure, nous disent sur LinkedIn et les réseaux leur part de vulnérabilité. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Laurent, sans faire une séance de psychanalyse freudienne, mais vous fendez l'armure ou pas? Est-ce que c'est difficile quand on est à la tête d'un groupe de 60 collaborateurs qui attendent beaucoup de vous, avec les biais de représentation? Est-ce que c'est compliqué de pouvoir dire quelque chose, parce que vous êtes, vous, à la tête du bateau, à la proue du bateau? Oui, c'est difficile parce que c'est considéré dans le monde du travail français comme un aveu de faiblesse, en fait. Exactement. Et du coup, on est pris un peu en étau entre l'organisation, hein, qui a aussi des responsabilités dans la situation, parce qu'elle sait souvent qu'accélérer et pas freiner, et puis son propre sentiment de culpabilité, à tort certes, mais qui est difficile à gérer. Je peux vous demander concrètement, quand on parle de charge mentale, vous avez accepté de répondre à l'invitation soumise par Daniel Petrucci. Vous êtes dit, je vais venir parler de ce sujet, je vais donc forcément y réfléchir, je vais essayer de me poser sur ce sujet, comme on l'a tous fait. C'est quoi votre charge mentale à vous? Comment elle se manifeste? Vous rentrez le soir, vous êtes épuisé, vous rentrez le soir, vous allez faire 20 km de running, vous rentrez le soir, vous servez un verre de whisky? Oui, j'allais dire un peu tout ça, non pas tout ça, mais oui, effectivement, déjà faire du sport, c'est important. Ça permet de se vider, de vider sa tête, de décharger son stress, etc. Donc ça, c'est très important. Après, il y a différentes façons de le gérer. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir plutôt une bonne qualité de sommeil, donc je suis vraiment réveillé par le travail dans mon sommeil. Mais c'est pas Vous êtes réveillé ou pas réveillé? Pas réveillé, non, Ouais, pas parce réveillé. que j'ai eu un doute, je croyais que Pas vous réveillé. étiez réveillé. Donc le travail ne vient pas polluer votre sommeil, Non. comme c'est le cas chez beaucoup de cadres et de non-cadres d'ailleurs. Daniel Petrucci. Oui, je voulais compléter quelque chose. Quand on parle de cadre, et je fais référence à l'excellente étude de la PEC, qui est sortie, donc, je le disais tout à l'heure, au mois d'octobre 2025. En fait, on distingue deux grandes catégories de cadres. L'ensemble des cadres disent souffrir, être sous une pression, un stress intense. Mais on distingue les cadres managers des autres cadres, Tout à fait. c'est-à-dire le cadre technicien, le cadre expert. Qui ne gère pas d'équipe. Qui ne gère pas l'équipe. Et le pourcentage des cadres qui disent être en stress intense, les cadres managers, ça représente 58% des cadres managers contre 52% des cadres qui ne sont pas managers. C'est quand même important, Donc, Daniel, mais il fallait le dire. vous soulevez un point qui est intéressant, c'est la relation à l'autre. C'est-à-dire quand le manager a des équipes à gérer et qu'il a en charge l'émotion, les stress des équipes. C'est ça le sujet. Hein. Gérer les conflits d'équipe aussi, enfin, tout un tas de choses. La performance globale de l'équipe, ça fait partie. On entend d'ailleurs des managers qui disent « moi je ne veux plus gérer d'équipe ». Ils arrivent fréquemment d'entendre dans des dîners, dans des rencontres professionnelles « moi c'est fini, je ne veux plus gérer les équipes, ça m'a pris trop d'énergie ». Ça dit quelque chose, ça. Oui, moi, si vous m'autorisez une métaphore, l'idée, ça serait de voir une entreprise comme un système ou comme un moteur dans lequel il y a plein d'éléments différents. Et il y a des pièces de ce système-là qui sont un peu plus centrales, c'est-à-dire un peu plus au milieu. Ce n'est pas parce qu'elles sont centrales qu'elles sont plus importantes. Hein. Parce que le moteur ne va pas bien fonctionner ou le système ne va pas bien fonctionner s'il manque un élément, même dit périphérique. C'est sûr. Le cadre manager, il est une pièce un peu plus centrale. Parce qu'il est une courroie de distribution d'un certain nombre d'informations ascendantes, descendantes ou même horizontales. Et qui dit une pièce centrale dit une multiplication des points de contact. C'est ça. Et tous les points de contact sont des occasions d'usure. C'est ça. Et tous les points de contact sont des possibilités de charge mentale. Mais Emmanuel Germani, le titre de l'émission, vous avez bien vu, on a pris la peine de cogiter avec Daniel Petrucci, prévenir plutôt que guérir. Vous voyez qu'on est, à travers ce titre, on passe de la charge mentale aux impacts de la charge mentale, donc des risques de dysfonctionnement, d'arrêt maladie liés à des stress, des dépressions et des choses plus graves. Comment les DRH intègrent ce sujet? Comment ils préviennent ces difficultés? Est-ce qu'il y a des temps d'échange avec les managers? Parce qu'en fait, ça passe aussi par là. Vous êtes vous-même DRH.
Est-ce qu'on prend le temps d'écouter ces managers? Est-ce qu'on prend le temps de les laisser accoucher aussi de ce qu'ils vivent? Alors, en tout cas, ça, c'est quelque chose qui est, je pense, connu. La difficulté managériale s'est accrue. Ce que vous disiez, Arnaud, tout à l'heure est juste. On a une désaffection relative pour le métier de manager, notamment dans des jeunes générations. Il y a des La Gen Z, un peu études, pas. voilà, qui marquent ce point-là et qui interrogent. Donc, par rapport à ça, il y a toute une série d'actions à mener. D'abord, voilà, nommer le sujet, le rendre réel, travailler sur la sensibilisation des équipes, c'est-à-dire que c'est quoi cette charge mentale, comment elle se manifeste, et le fait d'en parler, le fait que l'organisation ouvre un espace d'écoute finalement sur ce sujet-là, permet au manager déjà de se sentir moins seul. Parce que finalement, le pire, c'est de se dire, finalement, je suis le seul à être vulnérable et à pas réussir, alors que mes collègues y arrivent. Et comme chacun se dit ça et que personne ne le dit, finalement, on a une somme d'individualités qui ne communiquent pas leur mal-être. Et qui s'isolent finalement. Et finalement, c'est au moment du craquage, au moment où on est arrivé tellement loin. C'est trop tard. Et là, c'est trop tard. Alors que si l'entreprise arrive d'abord à dire, collectivement, on admet qu'il y a un sujet, on le traite, ça fait partie... On le nomme, on le traite. On le traite, ça fait partie de notre obligation de santé, sécurité. C'est légal. Légale de l'entreprise. Santé physique et psychologique. Et mentale, absolument. Et mentale. La santé recouvre bien... Et sociale. Parce que là, on parle de groupes où on recrée du lien. Donc, on est aussi sur la troisième dimension de la santé dont on parle encore très, très peu. Oui. Donc, santé physique, OK. Santé mentale, c'est l'année de la santé mentale. Mais il y a le dernier pilier, c'est la santé sociale. Et créer des espaces, effectivement, où le cadre et le cadre manager a la possibilité de parler de ce poids invisible. Tout à l'heure, vous disiez que c'était tabou ou que c'est plutôt... c'est pas tout à fait visible. Alors, c'est vrai que c'est difficilement visible, lisible, comme la charge de travail, mais on peut effectivement créer des espaces où c'est verbalisable, écoutable et solutionnable. Oui, parce qu'on va venir quand même sur les solutions, l'accompagnement, la formation peut-être, la prise de parole, le fait de le verbaliser. Et d'ailleurs, cette émission... Je pense à des espaces de co-développement. Et de co-dev, où chacun peut s'exprimer. Est-ce que, et je vais basculer cette fois-ci dans ma question, cher Laurent, sur le fait que vous soyez un élu CSE, c'est-à-dire que vous êtes à la fois impacté par la gestion d'équipe, comme un manager, puis en même temps, vous êtes un élu CSE. Comment ça se passe là? Comment vous faites le joint? Comment vous portez votre vulnérabilité jusqu'au COMEX au moment où vous avez des discussions un peu stratégiques avec la direction de la boîte? Oui, ça fait partie de effectivement la difficulté de l'exercice, de changer de casquette. Je crois que quand on vit les choses, on en témoigne plus facilement. Ah oui. Voilà, donc on a cette légitimité d'avoir, je vais être trivial, mais les mains dans le cambouis, ce qui donne effectivement du poids à la parole vis-à-vis d'une direction. Donc ça, c'est très important. Et puis je voudrais aussi appuyer le message de mes collègues. Effectivement, libérer la parole sur ce sujet, c'est très important. Et Ça existe chez vous, ça? Vous le faites? Oui, de plus en plus. Mais d'un point de vue, je dirais, institutionnalisé, ou vous le faites à la machine à café ou en allant déjeuner, en se retrouvant? Alors, c'est vrai que la fatigue mentale est moins comprise, moins reconnue et donc moins prise en compte que la fatigue physique, par exemple, dans des métiers. Clair. Voilà, donc clairement. Mais on progresse. Et je crois aussi qu'au-delà de la parole libérée, avec l'expérience, avec le temps, on apprend aussi à prioriser les tâches. En fait, voilà. Qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important dans ma journée? Et ça permet aussi de se libérer de ce poids de surcharge mentale. Vous évoquiez quand même au début, je ne voulais pas qu'on ouvre le sujet trop vite, mais les enjeux de la surcharge numérique, c'est-à-dire une forme d'ensevelissement numérique, que ce soit les réseaux sociaux, le téléphone, les mails, toutes les sollicitations par WhatsApp, plus la réalité du quotidien. Est-ce que vous vous sentez parfois un peu enseveli par tout ça? Oui, forcément. Voilà, ça multiplie les sollicitations et du coup, ça contribue à une fatigue, à une pression. Mais comme je l'ai dit, à un moment donné, il faut se poser, regarder ce qui est important et urgent, et puis traiter vraiment là où on a un vrai impact pour l'équipe, pour les clients, pour l'entreprise. Avant de donner la parole à Daniel Petrucci sur les enjeux des CSE, sur la place des élus, parce que les élus ont un rôle à jouer sur les enjeux de QVCT, de qualité de vie au travail. Juste quand même un petit mot, parce que je veux mettre les pieds dans le plat. On accuse souvent les organisations d'être responsables finalement de cette surcharge, de cette charge.
Et on découvre aussi, il y a d'ailleurs des textes à l'Assemblée qui ont limité la consommation informatique. On dit aux cadres, aujourd'hui, dans les grandes entreprises, à 18 heures, tu réponds plus. On reçoit d'ailleurs des notifications en disant il est parti, le rideau est tiré. C'est l'organisation qui pousse le collaborateur à bosser jusqu'à 22 heures, ou c'est lui-même qui, dans une sorte de désir de surperformance, se dit je vois Daniel qui dit c'est les deux. C'est un peu les deux. Mais oui, c'est les deux. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est bien la difficulté. C'est que, et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à appréhender le sujet. Ce serait tellement plus facile que ce soit binaire. C'est-à-dire que finalement, ce soit la responsabilité seule de l'organisation et où la responsabilité du cadre. Mais en réalité, c'est un système qui se complète bien. Et c'est là où, effectivement, en termes d'organisation, l'organisation doit prendre ses responsabilités, mais le sujet doit être aussi compris, d'où la nécessaire formation, sensibilisation, pour que le cadre lui-même comprenne ce qui se joue dans son rapport au travail, dans son rapport à la présence, au pouvoir éventuellement, qui fait Oui. qu'il va être... Il y a des enjeux de pouvoir, oui. Oui, il y a tout Bien ça sûr. qui peut se jouer. Après, ça dépend des individus, ça dépend... Voilà. Mais en tout cas, ça nécessite de jouer vraiment sur les deux tableaux. Mais en termes d'organisation, et ça, je voulais quand même le rajouter, il y a des choses à faire. Il y a, on disait libérer la parole pour être concret. On a des outils, on a le DUERP, le document unique. C'est un sur lequel, document. on va travailler sur les risques psychosociaux. Ça peut être un moment d'échange, de parole et de dialogue qui permet de dire qu'est-ce qui se joue dans l'organisation. On a parlé peut-être de co-développement aussi, c'est une bonne idée. C'est-à-dire quand le manager est soumis à cette difficulté-là, le fait qu'il Ils partagent. évoquer, c'est important. Et pour terminer, je termine juste sur un dernier. Allez-y, Emmanuel, on a tout à fait notre Sur temps. les règles dans l'entreprise. Alors, les règles dans l'entreprise, ça veut dire qu'est-ce que je fais en termes de déconnexion, effectivement. Alors, est-ce que c'est tout coupé à 18 heures? Peut-être. Ça, chaque organisation va mettre en place ce qu'elle souhaite faire. À quel moment se font les réunions? Est-ce que on va même jusqu'à dire, quand on a, je ne sais pas, un petit panneau sur sa porte, on ne doit pas être dérangé. On peut tout inventer. Mais en tout cas, l'organisation doit travailler Christine Maga, un à mot. la santé. Et donc, vous croyez à la collaborateurs. possibilité de pouvoir prévenir et de pouvoir accompagner cette espèce de poids un peu invisible qui est sur les épaules des cadres, parce que c'est le sujet du jour. Quelques mots, j'aimerais entendre Daniel Prétuzzi, parce que l'enjeu des élus est important, c'est-à-dire le droit d'alerte, on le connaît, mais le travail aussi de pédagogie joue un rôle important. Christine, vous voulez peut-être compléter ce que disait Emmanuel ou pas? Alors oui. Si vous ne voulez pas, ou vous ne complétez non, pas. C'est pas que je ne voulais pas, c'est que peut-être que l'idée est passée. L'idée est passée, j'en suis désolée. Daniel, la question de QVCT, les questions des élus. Et là, on a à la fois un cadre qui incarne cette notion de lourdeur, et vous avez quand même fait le geste, vous avez été aussi cadre bancaire, si je ne m'abuse. Oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps. Ce n'est pas toujours de la faute des organisations. C'est parfois soi-même. On est embarqué dans l'idée qu'il faut répondre à un client, qu'on est consciencieux, qu'on veut aussi rendre le service nécessaire au client, qui est souvent très exigeant. Comment vous regardez cette question-là? Alors, moi je voudrais revenir un peu sur ce qui a été dit par rapport à votre question. Il y a deux acteurs essentiels. Il y a les directions d'un côté et les organisations syndicales. Alors, quand je dis d'un côté et de l'autre, en fait, ces deux acteurs doivent travailler de concert pour essayer d'apporter les solutions les plus concrètes au cadre, de façon à ce qu'ils arrivent à trouver les meilleures solutions pour combattre un petit peu, prévenir ces problématiques liées à la charge mentale. Mais c'est un dialogue nourri que doit avoir d'ailleurs Emmanuel Germani dans son entreprise. J'imagine que vous avez aussi des salariés dans des usines, vous avez des cadres. Mais est-ce qu'il faut des choses très concrètes pour prévenir, pour conclure cette émission? Alors, des choses concrètes pour prévenir, je crois que c'est une prise de conscience collective. Nous, les organisations syndicales, on est là aussi pour armer, pour outiller nos militants dans les CSE, dans les CSST. Il peut y avoir aussi des commissions de suivi. Ce n'est pas tout le temps mis en place, malheureusement, de façon à ce que... Parce que c'est un sujet... Il y a le DUERP, on entend quand même ce document qui est une matrice importante. Ah oui, mais parce que c'est un sujet dont on parle de plus en plus, mais on n'est pas forcément, quand on est élu, on n'est pas forcément au fait de ces choses-là. Donc il faut se former. Il
il faut se former, il faut être au courant de ces choses-là, de façon à être le plus performant possible, justement, quand on accompagne les salariés. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table pour qu'on se projette et qu'on puisse, pour ceux qui nous regardent, qui sont cadres, femmes et hommes, parce qu'il faut penser aussi aux femmes qui, malgré tout, parfois sont en situation de famille monoparentale et qui doivent aussi le soir réenchaîner par une autre deuxième vie complexe. Un tour de table pour savoir ce que vous proposez très concrètement, là, demain, là, dans l'avenir, pour vous et vos collègues, parce que ça vous concerne vous directement en tant que cadre manager. Je crois qu'il faut qu'on change un peu notre regard sur la performance aussi. Voilà, la performance, c'est pas seulement le nombre d'heures de présence au travail, etc. Ça se mesure aussi au travers de l'efficacité, de l'impact qu'on a sur les choses. Voilà, donc, et en France, on a tendance à croire que parce qu'on reste longtemps au bureau, etc., on est performant. La performance durable, parce qu'il y a aussi Exactement. beaucoup de vos collègues, je ne sais pas si c'est vrai dans votre banque, mais qui ne durent pas. Ils ont beaucoup donné sur un temps court et puis tout d'un coup on les perd, et on les perd parfois définitivement parce qu'ils ne reviennent plus en emploi. Christine Maga, psychologue, facilitatrice en santé mentale. Quelle serait... Oui, facilitatrice, c'est le nouveau terme pour parler un peu de la formation. C'est ça. C'est pas une formation descendante. Voilà, on est C'est un dans la partage. co-construction de solutions. Vos solutions à vous, Christine? Alors, je vais rester dans ce mood-là sur le fait qu'il faut effectivement travailler sur les mentalités, mais je parlerai plutôt de changement de regard sur la vulnérabilité. Voilà, et j'inviterai les gens qui nous écoutent aujourd'hui à se pencher sur les travaux de Brené Brown, qui a travaillé sur la vulnérabilité et qui explique très bien que les gens qui ont confiance en eux, qui ont une grande estime d'eux, sont des gens qui ont embrassé ou épousé leur vulnérabilité. Pas qu'ils l'ont nié, pas qu'ils l'ont laissé de côté, pas ceux qui composent avec. Et je crois que les jeunes générations sont plutôt friandes de ça. Elles n'ont pas envie de voir un manager en mode Rambo du sujet qualité ou du sujet RH. Ils veulent un coach très ouvert. Ils ont besoin de sincérité, d'humanité, d'authenticité. D'authenticité. Je suis assez d'accord avec votre analyse. Cher Emmanuel Germani, vice-présidente de la NDRH, vos solutions, peut-être même pour rester dans ce mood, dans cette idée aussi qu'on est, voilà, la génération Z pousse derrière, elle attend d'autres choses aussi sur ces sujets-là. Oui, et c'est souhaitable. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des prises de conscience qui sont réelles. Le fait qu'on ait cette grande cause cette année, voilà, c'est un vrai sujet. Je crois qu'il faut parler, on parle de performance, on parle de qualité de vie au travail. J'aimerais qu'on parle aussi de la qualité du travail. Ça rejoint ce que vous disiez notamment sur la performance et qu'est-ce que la performance. Et en tout cas, tel un sportif, finalement, on va se dire que si on veut une équipe qui gagne, il faut qu'elle soit en bonne santé, il faut qu'elle récupère. Et donc, dans la durée, je leur dis. Et dans la durée, absolument. Donc, à partir de là, saisissons-nous du sujet. Alors, les solutions, j'en ai donné quelques-unes tout à l'heure, elles existent. Le rôle des DRH, à ce titre-là, est fondamental, avec les partenaires sociaux aussi, bien sûr, en lien avec la direction, évidemment, pour un changement de regard. Et je pense qu'en tout cas, on est sur un chemin. Dernier mot, Daniel, 30 secondes pour conclure vos propositions, votre regard prospectif. Tu parlais de performance. La performance, on peut être performant, ambitieux, mais humain aussi. Ça, c'est la vraie performance. Après, vous parliez de prise de conscience collective. Je crois que ça, c'est essentiel. Et si on joue gagnant-gagnant, c'est-à-dire gagnant pour les salariés avec les salariés qui vont se sentir mieux dans leur poste de travail, automatiquement, il y aura un travail qui sera encore meilleur. On embarque. Bah oui. Et donc, l'entreprise sera gagnante également. Donc, tout le monde est gagnant dans cette affaire, à condition d'avoir un dialogue social nourri, construit. Merci à vous quatre. C'est un vrai plaisir de partager cette émission qui est un sujet fondamental. Merci de l'avoir porté. Merci à vous, cher Laurent Sabatier, élu CFE-CGC, Crédit Agricole, à la fois manager et élu CSE. On n'a pas eu le temps de parler de la charge et de la charge mentale des élus qui existent et qui est lourde. Merci à vous, chère Christine Maga, psychologue du travail, facilitatrice en santé mentale, c'est le nouveau mot. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous, cher Emmanuel Germani, DRH d'une belle entreprise ici à Avignon, vice-présidente de la NDRH nationale et membre de la NDRH PACA. Et puis évidemment, merci à Daniel Petrucci pour sa présence, c'est normal. Merci à vous, merci aux équipes techniques et merci à tous ceux qui m'aident à préparer cette émission. Je vous dis à très bientôt. Réagissez, faites-nous partager vos messages, vos envies et peut-être vos réactions par rapport à tout ce qu'on s'est dit sur la situation des cadres et des non-cadres, parce que certains nous regardent et disent « mais moi je ne suis pas cadre et j'ai aussi quand même pas mal de charge mentale ». Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Transversal. Bye bye.